Federico Caprilli avait inventé la monte en avant. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 1900, ce n'est pas tant la chaise qui étonnait que la position du cavalier. Jusque-là, on avait toujours sauté assis et les épaules en arrière. La monte en équilibre est une révolution pour le saut d'obstacle, au même titre que le Foxbury pour le saut humain, ou l'invention du pneu caoutchouc pour le cyclisme. Le sport équestre moderne était né. La plupart des cavaliers de la belle époque ont suivi l'exemple, écrasant de leur victoire les nostalgiques de la monte en arrière, ceux de l'entre-deux-guerres ensuite, chacun, au fil de chaque parcours, apportant sa contribution et fondant la tradition du saut d'obstacle d'aujourd'hui, ceux qui en leur temps étaient les plus grands. Après la guerre, la nouvelle génération reprend le flambeau. Michel Camp, Pierre Jonquière d'Oriola, Jean d'Orgex, puis Bernard de Fombelle et d'autres. C'est l'époque des grands publics du Veldiv. Les spectateurs de la boxe, du cyclisme et de l'équitation se confondent pour scander les noms des cavaliers. L'équitation est française, elle est italienne, espagnole. Les latins dominent la scène équestre internationale. Jean d'Orgex fut de cette génération parmi les très grands cavaliers. Il était aussi déjà le théoricien du sport équestre dont la doctrine s'enracinait profondément dans la tradition de l'école française. Puis, à la fin des années 1950, tandis que les frères D'Inzeo perpétuent l'école italienne, Jonquière d'Oriola, pour la France, reste seul, ou presque. Mais l'équitation continue. Elle devient anglo-saxonne. Elle devient germanique. Depuis sa création en 1965, la Coupe du Président, courue 17 fois, revient 10 fois à la Grande-Bretagne, 4 fois à l'Allemagne, 2 fois aux États-Unis, 1 fois seulement à la France. Les championnats du monde, créés en 1953, se sont disputés 13 fois. Ils sont remportés 6 fois par l'Allemagne, 2 fois par l'Angleterre, 2 fois par la France, 2 fois par l'Italie, 1 fois par l'Espagne. Depuis 1957, sur 17 champions d'Europe, 9 sont allemands, 5 anglais, 1 italien, 1 hollandais, 1 brésilien. Partant de ce constat, la doctrine de Jean d'Orgex n'est pas marginale comme on le dit parfois. Chargée de l'héritage de l'école française, elle se fonde également sur l'observation de la très grande équitation allemande et anglo-saxonne et de ses découvertes. La grande nouveauté de Jean d'Orgex, c'est d'avoir formulé une analyse des techniques du saut d'obstacle, d'avoir fondé sur cette analyse une doctrine, et enfin d'avoir tiré de cette doctrine une méthode d'instruction du cavalier et une méthode de dressage du cheval.
En premier, le cavalier doit placer son assiette au point correspondant avec son attitude en équilibre. Donc, d'abord chausser les étriers, se mettre en équilibre, ce qui donne à la fois la verticalité des étrivières et l'emplacement du genou, et ensuite s'asseoir par simple fermeture de l'articulation du genou. Bien entendu, plus le cavalier étrive long, plus il se trouve assis en avant, et plus il chausse court, plus naturellement l'assiette est reculée. Lorsque le cavalier est assis dans sa selle, le buste est droit, et le poids de la jambe étant dans le talon, cette jambe tombe naturellement droite, l'étrivière formant un léger angle vers l'avant. Mais attention, justement, à acquérir le réflexe de toujours pousser le poids dans le talon. Car si le cavalier fait repasser ce poids vers la plante du pied, voilà ce qui arrive. Le genou remonte, toute la cuisse se décolle, le cavalier n'a plus d'adhérence, donc de solidité. Le poids dans le talon, c'est la cuisse descendue, la jambe à sa place. Autre point primordial, l'appui sur le gros orteil. Ainsi, la jambe est légèrement écartée et adhérente. Si l'appui s'effectue sur l'intérieur du pied, regardez, c'est la cuisse qui s'ouvre, donc plus d'adhérence, plus de solidité. Avec l'appui sur le gros orteil, la cuisse est plaquée, parfaitement adhérente. Nous l'avons expliqué, le cavalier ne doit pas rester assis dans sa selle si son cheval lui oppose des résistances exigeant des tensions de rêne. Cette tension nécessitant un appui, il n'aurait que deux solutions. Se servir de ses étriers, voilà le résultat. La jambe part en avant et le cavalier est projeté vers l'arrière. Effectuer un retrait du buste, même conséquence. Cavalier utilisant brutalement son poids sans pouvoir doser ses actions. Seul l'appui sur les étriers en attitude d'équilibre va lui donner cette possibilité. Se mettre en équilibre, c'est simplement, par une avancée du buste, placer le centre de gravité dans la verticalité des étrivières. Ainsi, le cavalier peut s'appuyer sur ses étriers, la poussée contraire étant alors verticale. Pour s'écarter ou se rapprocher de la selle, faire jouer simultanément les deux articulations hanche-genou, afin de ne pas changer le centre de gravité. D'abord, automatiser ce passage naturel, souple, de l'attitude assise à celle en équilibre. Et en allant jusqu'à la position debout pour acquérir l'habitude de synchroniser le jeu des articulations. Voyez, ce mouvement demande environ 6 secondes. Si un élève l'effectue seulement 10 minutes chaque jour, il le fera 100 fois. Et en 20 jours, 2000 fois. C'est ça l'automatisation et la création des réflexes conditionnés. Il est important de faire ces exercices rênes longues. Sinon, voilà. Voilà le réflexe instinctif, se raccrocher aux rênes. Et c'est évidemment un réflexe qu'il faut impérativement détruire. Sur des rênes très longues, ce raccrochage devient impossible. Le cavalier prend donc l'habitude, lorsqu'il perd l'équilibre en arrière, de se rattraper par une brusque avancée du poids de son buste. Le travail debout est excellent pour habituer un cavalier à s'associer souplement au mouvement du cheval. Au galop assis, attention de rester souple et naturel, sans aucun mouvement intempestif du buste ou des reins. Ce serait au détriment de la fixité des aides. Galop debout. Galop en alternance, 2 temps debout, 2 temps assis, pour que le cavalier s'habitue toujours à passer souplement de l'attitude assise à l'attitude en équilibre. Galop au temps, assiette, équilibre, etc. Rien de plus simple, facile que l'équilibre sur l'obstacle. Il suffit pour le cavalier de se mettre en équilibre en avançant son centre de gravité dans la verticalité des étrivières, comme ceci, et de s'appuyer sur les étriers. Et surtout sans sortir de la selle, ou d'à peine un demi-centimètre. Deux impératifs fondamentaux, la fixité du genou et le poids dans le talon.
Ainsi, quelle que soit la hauteur de la trajectoire, le cavalier ne bouge pas. Voyez comme ce cavalier, dans cette attitude naturelle, est parfaitement maître de son équilibre et conserve donc durant toute la trajectoire l'indépendance de ses aides. Aborder en étant déjà en équilibre. Arriver au contraire assis et se mettre en équilibre seulement dans la zone de battue. Faire quelque chose avec ses mains, se coiffer, arranger sa cravate, etc. pour acquérir la souplesse des aides supérieures durant le saut. Regarder derrière soi en se mettant simplement en équilibre dans la zone de battue. Le cheval peut partir près, loin, le cavalier ne bougera pas. Sauter en restant complètement debout, c'est un excellent exercice pour s'habituer à l'appui souple sur les étriers. Si un cavalier conserve à tout moment le poids dans ses talons, les jambes sont fixes par la force des choses puisqu'elles ne peuvent pas reculer. Pour cette raison, jeune cavalier, pensez tout le temps à mettre votre poids dans les talons. Si vous êtes strict avec vous-même, très vite, vous aurez acquis ce nécessaire automatisme. Et bien sûr, il doit s'acquérir à toutes les allures. La fixité des mains demande un certain travail, car elle nécessite d'abord une complète indépendance par rapport au buste et au mouvement du corps, ainsi que la faculté d'accompagner la bouche du cheval. Regardez ce cavalier. Il illustre un défaut fréquent. Les mains bougent en suivant les mouvements du buste. Comment obtenir un travail précis d'un cheval sans la possibilité d'une totale fixité de main? Voilà la différence. Les mains ne bougent plus, les actions alors pourront être précises. Bien entendu, même nécessité à toutes les allures. Là encore, voyez-vous, il faut pour un cavalier acquérir les automatismes lui donnant ses complètes possibilités d'expression. Le premier travail consiste à rendre les mains indépendantes des mouvements du corps. Pour cela, prendre un appui léger sur le pommeau de sa selle, afin de fixer les mains, et ensuite faire beaucoup de mouvements différents. Se retourner, se dresser sur les étriers, se pencher à droite, à gauche, etc. Dans un deuxième temps, plus d'appui des mains, qui peu à peu reste immobile grâce à l'automatisme du jeu des différents amortisseurs intéressés, c'est-à-dire les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Notons d'ailleurs que ces exercices peuvent aussi bien se pratiquer chez soi, assis sur une chaise. Et maintenant, il faut que les mêmes amortisseurs prennent l'habitude de s'associer au mouvement de la bouche d'un cheval en action. Pour cela, il suffit que le cavalier s'astreigne à essayer de conserver tout le temps exactement le même contact avec la bouche du cheval. Au début, ce ne sera pas évident, mais après quelques semaines d'exercice réguliers, tout d'un coup, l'élève s'apercevra que ses mains deviennent parfaitement fixes. Ce travail doit s'effectuer dans toutes les conditions d'allure et d'équilibre. Trop enlevé, trop debout, galop assis, galop debout, en alternance, etc., etc. Et, pour tous ces exercices, les mains doivent être sensiblement écartées l'une de l'autre. Plus le couloir des rênes est large, plus l'angle formé avec l'encolure est ouvert, plus le contact sera souple.
Une fois qu'il aura acquis cette fixité des mains, l'élève poursuivra quelque temps ses exercices, mais cette fois en variant les positions de main et la longueur des rênes. Une main basse, une main haute. Deux mains basses. Puis par la suite, une rêne plus courte, une rêne plus longue, etc., etc. Et ainsi, peu à peu, l'élève prendra l'habitude, sous tous les angles, dans tous les sens, de garder une parfaite fixité de sa main par rapport à la bouche du cheval. Le contact constant doit être travaillé de la même manière sur l'obstacle. Au trot, au galop, et toujours avec un couloir des rênes très large. Ensuite, en variant les positions de main, par exemple une basse, l'autre haute, ou deux mains basses, ou avec des rênes extrêmement écartées, etc., etc. Et le même contact constant sera travaillé sur une série d'obstacles. Et également en variation de position de main et de longueur de rêne. Appuyer sur la pédale d'accélérateur d'une voiture provoque une réaction du moteur. Il n'en est pas de même d'un cheval. Il ne sert à rien de dire des jambes, si le cheval n'est pas dressé à répondre à la moindre demande impulsive. Regardez ce cheval. Actuellement, je serre de toutes mes forces. Voyez le résultat? Rien. Comment pourrait-on, dans de pareilles conditions, travailler un cheval? Nous allons vous montrer une leçon de jambes, car beaucoup de cavaliers croient que mettre un cheval aux jambes, c'est le faire galoper et éventuellement le solliciter par des coups de cravache. Absolument pas. Il s'agit seulement de lui apprendre à répondre impulsivement à toute demande des jambes. Pour ça, la cravache est prête, attention. Les jambes viennent, voilà. Le cheval n'a pas répondu immédiatement à un coup de cravache qui provoque, bien entendu, son départ au galop. Et tout de suite, le cavalier l'arrête, le calme, car le cheval ne comprend pas la raison de ses coups, et il faut surtout le faire très calmement. Vous voyez, la leçon de jambes que nous vous montrons, nous l'avons faite en la filmant d'un seul bloc. Vous verrez la différence entre la réaction du cheval à la fin de la leçon par rapport au début. Il n'y a pas eu d'arrêt. Mais bien entendu, cette même leçon de jambes aurait, dans la normale, dû être faite en 2 fois ou 3 fois plus de temps, c'est-à-dire en laissant beaucoup plus de temps, d'espace entre chaque demande impulsive pour que le cheval revienne parfaitement au calme. Voici, il est en train de se calmer. On attend qu'il soit très tranquille, car il ne faut pas travailler sur le nervosisme du cheval. La jambe vient. Ah, voilà. Cette fois-ci, le cheval a répondu. Donc, pas de coup de cravache. Dès qu'il a senti l'action de la jambe, il est parti au galop. Le cavalier ne donne plus de coup de cravache. Encore un nouvel essai. Voilà, il part. Très bien. Tout de suite, il s'agit de le mettre sur ce que j'appelle sur résistance, comme le système électrique. C'est-à-dire apprendre au cheval qu'il ne s'agit pas de se jeter en avant quand la jambe vient au contact, mais de répondre impulsivement et d'une façon dosée en fonction, justement, de la pression de la jambe. Maintenant, nous allons faire un départ au trot. Il faut pour cela que la jambe se rapproche insensiblement, voilà. Il faut que la jambe se rapproche tout doucement pour que, à peine le cheval la sent, il va partir au trot et immédiatement, bien sûr, la jambe arrête. Nouveau départ au trot. Très bien, on arrête. Maintenant, regardez. Nous allons nous mettre de dos, comme ça vous allez pouvoir regarder les jambes. Départ au galop, voilà. Une pression simplement un tout petit peu plus forte. Et il faut alterner départ au trot, départ au galop, départ au galop, départ au trot. Que le cheval comprenne très exactement la différence de sensation qu'il doit éprouver, la différence de pression de la jambe. Et donc, tout naturellement,
Le cheval enregistre que sa réponse impulsive aux jambes doit correspondre avec la pression de celle-ci. Recommençons maintenant le mouvement, absolument de dos, comme ça vous pourrez voir les jambes et avoir une idée de l'action des jambes au moment de la demande. Départ au trot. Avez-vous vu grand-chose? Non, c'est normal. Pour un départ au trot, il doit suffire de simplement durcir le mollet, et c'est tout. C'est ça la demande d'un départ au trot sur un cheval dressé. Départ au galop maintenant, regardez. Voici départ au galop. Alors vous voyez la différence en exactement 3 minutes. La différence entre le cheval qui tout à l'heure ne bougeait pas alors que le cavalier serrait ses jambes de toutes ses forces et les réactions maintenant. Nouveau départ au trot. Regardez la jambe. Voilà, et plus ça va, moins vous voyez la jambe agir, tellement le cheval commence à répondre à des actions extrêmement légères. Départ au galop, voilà. Voilà ce que c'est que de mettre un cheval aux jambes. Le bon usage des jambes est soumis à 2 impératifs. Premièrement, agir toujours, sauf dans quelques cas spéciaux d'action de jambes isolées, par pression latérale. La jambe agit latéralement, toujours, et non, comme hélas cela se voit trop souvent, comme ça, en reculant, ce qui en plus change l'équilibre du cavalier. Le deuxième impératif est d'apprendre à se servir de ses jambes en les rapprochant, lentement, jamais de contact brusque. Vous connaissez la vieille expression, le souffle de la botte, mais elle est véridique. Mais c'est à cause de cela, la jambe se rapproche lentement et s'écarte dès le début de l'obéissance du cheval. Quand un cheval est dans une allure, quelle qu'elle soit, les jambes ne doivent pas agir, sinon le cheval ne serait pas en impulsion. Quand un cheval est mis, et la chose est facile, dans cette légèreté aux actions des aides inférieures, mais quelle possibilité impulsive à une action un peu forte. Elles se traduisent d'ailleurs souvent par ce bond de gaieté du cheval. Maintenant, nous allons vous montrer un travail donnant une idée de la fréquence et de la brièveté des actions des aides inférieures. Voyez, chaque fois que la jambe droite viendra au contact léger bien entendu, la lettre D s'allumera. Et il en sera de même pour la lettre G quand la jambe gauche agit. Et voilà maintenant le temps de travail d'un cavalier effectuant différents mouvements, et vous verrez ainsi quand, combien de temps et quelle jambe agit ou agissent.
Bien entendu, la manière de tenir ces rênes a une importance capitale et conditionnera en grande partie la qualité de la main du cavalier. Voici comment je vous conseille de les tenir. Vous voyez, la rêne est glissée entre le pouce et la main et retenue simplement par la pression du pouce. Surtout, pas comme ceci. Là, la rêne est bloquée. Le jeu d'amortissement a peine 2 à 3 cm. Et ensuite, le cavalier sera obligé de travailler avec ses biceps, chose qu'il faut absolument éviter. En tenant les rênes ainsi, le cavalier prend l'habitude, en variant la pression du pouce, de doser la résistance de sa main exactement comme le ferait le frein du moulinet d'une canne à pêche. Mais jamais ainsi, la rêne ne sera totalement bloquée, ce qui est très important. Partant de cette retenue des rênes entre le pouce et la main, celle-ci doit pivoter. Voilà. Et maintenant, toutes les actions du cavalier s'effectuent par simple pression sur les rênes. Comprenez-vous ce que cela engendre concernant la douceur de la main? Un cheval oppose des résistances et les doigts se referment, et ainsi le cavalier peut utiliser éventuellement toute sa force. Le cheval redevient léger, la main s'ouvre et les doigts à nouveau n'agissent que par pression. Le poignet doit pivoter selon l'angle formé par l'ouverture des rênes. Un cavalier veut écarter sa main et ne fait pas pivoter son poignet. Voilà. Il n'a plus d'amortisseur. Toutes ses actions deviendront brutales. Par contre, si le poignet pivote, la main entière sert d'amortisseur à toutes ses actions. Pour résumer, car ceci est très important, 1. Retenir les rênes entre le pouce et la main. 2. Faire pivoter le poignet. La paume de la main se trouve tournée soit vers le bas, soit vers l'extérieur, selon l'écartement des rênes. Et 3. Toutes les actions s'effectueront par simple pression des doigts sur les rênes. C'est l'autre point capital. Souvent, pour un travail délicat, une action passe ou ne passe pas selon que les rênes ont 4 ou 5 cm en trop ou en moins. Si je mets mes mains déjà devant moi, regardez, c'est terminé. Je suis obligé de pencher mon buste si je dois accompagner la bouche de mon cheval, donc perdre mon équilibre. En arrière, c'est la même chose, je suis bloqué. Il y a une position facile à trouver pour la longueur des rênes. Je dois laisser tomber mes bras souplement, naturellement, sans aucune contracture. Maintenant, je plie mon coude, voilà. Voilà l'emplacement de mes mains, elles me donnent la longueur de mes rênes. Là, j'ai mon amplitude de mouvement, en avant, en arrière, à droite, à gauche. Je peux travailler sans que mon buste ne bouge. Si je suis en avant, la même chose, je suis bloqué. Si je suis en arrière, je me bloque. Alors, je vais reprendre mes rênes maintenant à cette longueur-là, naturellement, voilà. Seulement maintenant, regardez, je vais me mettre en équilibre. Même chose, mes bras doivent tomber naturellement, le bras doit tomber, lui, verticalement. Voilà donc la longueur de mes rênes quand je suis en équilibre. Regardez bien cette longueur. Maintenant, je vais me rasseoir. Et la rêne glisse, et il y a 40 cm d'écart. C'est ça, l'importance. Je recule, il faut que ma rêne suive. Je recule mon buste, la rêne doit suivre. Je recule encore mon buste, la rêne encore doit s'allonger. Toujours, la rêne doit être ajustée à l'attitude du cavalier. Voilà pourquoi les jeunes cavaliers doivent pratiquer énormément la manipulation des rênes. Raccourcir l'une, l'allonger. Raccourcir l'autre. Et l'allonger. Raccourcir les deux. Les allonger. Mais attention, le cheval, lui, ne doit même pas se rendre compte de ces variations de longueur de rêne. Le contact avec sa bouche, quel qu'il soit, doit demeurer toujours constant, faute de quoi il y aura des à-coups, des réactions du cheval. Cavalier, travaillez ces manipulations afin que tout changement de longueur de rêne s'effectue naturellement, instinctivement, sans même que vous ayez à y penser. Et ainsi, alors, vous aurez toujours une longueur de rêne vous permettant le contrôle exact de vos actions. Ces manipulations, vous devez les faire à l'arrêt, bien sûr, et également, si vous en avez la possibilité, car c'est la meilleure des formules,
avec des rênes attachées à des dynamomètres, car en plus, vous pouvez contrôler exactement la continuité de votre contact et de votre tension avec la bouche du cheval. Mais également, il faut travailler ces manipulations en mouvement, au trot, au galop. Tout le temps, raccourcir une rêne, la laisser glisser dans les doigts. Lâcher éventuellement totalement l'autre rêne, reprendre à deux mains une rêne, de nouveau la laisser glisser, et recommencer, et revenir. Voyez-vous, la rêne doit... Ah, ça doit jouer dans vos doigts. Rappelez-vous bien de deux formules. La rêne, pour un cavalier, pour un bon cavalier, c'est exactement les cordes de la harpe pour un bon musicien. Et il y a une autre formule dont vous devez vous souvenir. Il y a toujours des œufs dans la bouche d'un cheval. Il ne faut pas les casser. Habituez-vous également à passer de la position en équilibre et en raccourcissant les rênes, bien entendu, car ça doit être machinal, automatique, à la position assise où, de nouveau, on laisse glisser les rênes pour les retrouver à une longueur correspondante avec cette nouvelle attitude. Et tenez, regardez bien maintenant. Voici un autre exercice très important à effectuer. Arrivez avec des rênes courtes sur un obstacle et les laisser glisser pendant tout le saut. Ça, c'est très important. Jamais un cavalier ne doit bloquer sa main durant un saut. Voyez-vous, la rêne est courte. Nous avons fait un arrêt parce que c'est très important, justement, ce travail-là. La rêne commence à s'allonger. Au fur et à mesure de la demande d'encolure, la rêne glisse dans les doigts du cavalier. Voici encore. Et le cavalier se retrouve après l'obstacle avec une nouvelle longueur de rêne. Si nous étudions les effets de rêne pris dans le sens étymologique du terme, il y en a trois. Quand la rêne est perpendiculaire à l'encolure, toute action est un effet d'opposition. Si nous écartons les mains, l'action devient directionnelle du bout de devant. Elle a tendance à incliner l'encolure à droite ou à gauche. Quand la main passe de l'autre côté du garrot, elle a un effet d'appui, peut-être en haut de l'encolure, à l'épaule, etc. Quand les mains sont comme ceci, elles sont uniquement en opposition. Si elles s'écartent ne fût-ce que de 10 cm, elles sont en opposition, mais aussi directionnelles, donc décontractives. D'une façon générale, les mains doivent travailler avec un écartement tel que les bras puissent passer librement et souplement à droite et à gauche du corps. Si un cavalier met les mains devant soi, il se bloque et travaille avec ses biceps, chose qui est très mauvaise. À droite et à gauche, ce sont les épaules qui travaillent. Épaules, coudes, poignets, tous les amortisseurs sont en place. Il s'agit de mettre en place les automatismes permettant au cavalier d'obtenir et d'entretenir les décontractions du cheval. Premièrement, dresser celui-ci à allonger son encolure dès qu'il sent une tension légère mais constante vers le haut. Voici encore un exemple des automatisations nécessaires. Si ce simple mouvement est répété 20 fois de suite, et cela demande environ 2 minutes, eh bien, en 4 fois, en 4 reprises de travail, donc en 8 minutes, le cheval a effectué 80 extensions. Et en 15 jours, cela fera 1200 fois le même mouvement. Par la suite, il n'y aura plus qu'à entretenir le réflexe conditionné ainsi créé. Par la suite, bien sûr, l'extension se demandera au pas, au trot, et puis au galop. Ce qui importe, obtenir une extension, donc une destruction d'éventuelles contractures de l'encolure sur la simple élévation d'une seule main. Autre arme décontractive à avoir à sa disposition, la cession de nuque. Sur une simple tension basse, le cheval doit céder dans sa nuque. Là encore, il faut, en quelques jours, répéter le mouvement des centaines de fois pour l'automatiser et le transformer en réflexe conditionné.
Troisième mouvement décontractif de base, les flexions latérales. Elles n'ont pas besoin d'être très fortes, mais la nuque doit avoir cédé. Le seul objectif est que le cheval, à la plus légère demande du cavalier, fasse jouer en toute décontraction la base de son encolure. Les premiers temps, l'épaule est influencée par ce mouvement. Voici, comme ceci. Mais très vite, le cheval apprend à dissocier les réactions de la base de son encolure et de son épaule. Et ainsi, cette dernière reste à sa place devant les hanches. Seule la base de l'encolure ploie à la demande du cavalier. Un mouvement excellent de culture physique, mais ayant, s'il est fait doucement, souplement, une action décontractive, ce sont des incurvations au pas, très fortes, allant jusqu'à amener le bout du nez du cheval sur la botte du cavalier. Ainsi, les postérieurs sont obligés de s'engager sous la masse. Ce mouvement a donc une double action, décontractive et de musculation également. Dans un même esprit, le cavalier doit beaucoup, nous disons bien beaucoup, travailler en déplaçant latéralement le poids de son avant-main d'une épaule à l'autre. Voyez le mouvement, il y a un couloir des rênes. Déplacement à l'extérieur, le poids repart sur l'épaule extérieure, le poids tombe sur l'épaule intérieure, le cheval en l'occurrence étant incurvé sur la droite. Voyez ce mouvement d'ailleurs, nous appelons ça déplacer le poids de l'épaule intérieure à l'épaule extérieure, mais dans ce dernier cas, il s'agit ni plus ni moins de l'épaule en dedans, sinon dans sa forme académique, du moins dans son esprit. Le cheval à ce moment-là travaille sur deux pistes et donc est obligé d'engager son postérieur intérieur. Ce mouvement a un autre intérêt, celui-là pour le cavalier. C'est de lui donner ce que nous appelons des réflexes de pilotage. Il faut absolument qu'un cavalier, instinctivement, ait les réactions de ses aides supérieures nécessaires pour contrôler l'épaule du cheval, pour pouvoir déplacer le poids de la droite à la gauche, suivant les besoins. Et cela ne peut s'acquérir, encore une fois, que par une automatisation des mouvements. Cet exercice, réalisé d'abord bien sûr au pas, doit ensuite s'effectuer au trot, et par la suite au galop. Peu à peu, le cavalier aura ainsi un cheval d'une merveilleuse souplesse. Au moindre déplacement du couloir des rênes, le cheval reportera son poids de l'épaule droite à l'épaule gauche, ou vice-versa. Tourner avec un cheval incurvé, c'est-à-dire droit sur la courbe, est très facile si l'on travaille par déplacement du couloir des aides. C'est le principe même de la brouette. Pour aller à droite, les deux mains pivotent à gauche du garrot, de façon à demeurer placées toujours de la même manière par rapport à la bouche du cheval, puisque c'est l'encolure de ce dernier qui a tourné. À droite ou à gauche, bien sûr, le principe est le même. Ainsi, le couloir des rênes peut, par simple déplacement latéral, pousser ou ramener l'épaule selon les besoins. Jamais il ne doit agir en opposition.
L'arène extérieure sert seulement en appui s'il faut ramener une épaule qui chasse, ou alors en agissant le plus bas possible pour mobiliser la bouche et faire céder la nuque. C'est surtout l'arène intérieure qui travaille, mais, et c'est très important, elle doit être détendue, sinon il y aurait appui et donc les hanches chasseraient. Elle se détend, mais bien entendu, si le cheval veut redresser son encolure, il va se cogner sur la main. Voilà. Le travail en incurvation est la base même du développement musculaire. Il a un avantage énorme. Il n'exige aucune contrainte et s'effectue au contraire en pleine décontraction. Faire travailler un jeune cheval sur des incurvations de plus en plus serrées, c'est l'obliger, mécaniquement parlant, à engager ses postérieurs sous la masse, donc à faire travailler et donc à développer tous les muscles concernés par l'abaissement des hanches et l'engagement des postérieurs. Mais attention, attention de toujours respecter un ordre chronologique en mettant son cheval en incurvation. 1. Il faut bien sûr tourner l'encolure du côté où l'on veut aller. 2. Pousser le poids sur l'épaule extérieure. Et 3 seulement, laisser le cheval alors s'engager sur la courbe. Bien sûr, tout ceci peu à peu s'effectuera en un seul mouvement, mais au départ, il importe de respecter scrupuleusement cet ordre chronologique. Si le cavalier laisse le cheval partir sur la volte avant d'avoir reporté le poids de son avant-main sur l'épaule extérieure, l'épaule intérieure, elle, tombera, et il faudra au cavalier, durant la volte, essayer de rattraper le mouvement défectueux. Durant ce travail, il est souhaitable que le cheval, peu à peu, allonge son encolure vers le bas, car en incurvation, il ne peut pas ainsi se contracter comme la chose est fréquente sur la ligne droite. Un conseil pour les cavaliers durant ce travail: en permanence, on est obligé de varier la longueur de ses rênes. Naturellement, le développement musculaire est bien plus intense au cours du travail en incurvation au galop. Et plus les voltes sont serrées, plus le cheval doit engager ses postérieurs. Aussi faut-il, d'une façon générale, travailler sur des voltes variant entre 5 à 8 mètres. Au-dessus, l'effort musculaire est insuffisant. Pour un cheval de haute compétition, il doit effectuer ainsi non pas des centaines, mais des milliers de kilomètres au galop rassemblé en incurvation. C'est à ce prix que l'on forme un véritable athlète. Au cours de ce travail au galop, il est bon, et même nécessaire, de continuer à de temps en temps pousser le poids sur l'épaule extérieure durant quelques mètres, puis reprendre la courbe. Incurvation, la volte se déroule, désincurvation, réincurvation, le poids sur l'épaule gauche, l'épaule extérieure, redresser le cheval, nouvelle incurvation, à la fin de la courbe, le cheval reste incurvé et de nouveau pousser le poids à l'extérieur, etc. Maintenant, attention, regardez bien les rênes. Elles doivent impérativement rester fluides, détendues, jamais le moindre appui qui engendrerait des contractures. Le cheval doit absolument travailler en totale liberté musculaire. Parlons maintenant du reculé. Et d'abord, comment l'apprendre à un cheval? Très simple. Surtout pas tirer sur les rênes. C'est la jambe qui sollicite. Elle sollicite un mouvement impulsif, mais la main, en opposant une barrière, empêche le cheval d'avancer. Les jambes continuant à agir, tôt ou tard, un jeune cheval effectuera un mouvement de retrait. Immédiatement, fût-ce pour un demi-pas, le cavalier arrête, récompense. Et bien sûr, recommence.
Très vite, le cheval comprendra que sur une demande impulsive se heurtant à la barrière des mains, il doit se porter en arrière. Et bien sûr, il faudra là encore automatiser cette réaction en la recommençant 50 fois de suite durant 3 ou 4 jours. Après, mais après seulement, on pourra demander à un cheval de reculer sur 2, 3, 4 mètres, puis plus bien entendu. Jusque-là, le cheval a conservé une certaine raideur dans la nuque. Il recule, mais mal. Simplement par ses leviers. Il est temps alors d'exiger de lui, avant tout reculer, la cession de sa nuque. Et ainsi, il pourra peu à peu abaisser ses hanches. Il est 2 sortes de reculer. Le premier, sur quelques pas. C'est à la fois un acte de soumission et un report de poids sur les hanches. Mais il est aussi le pas reculé. Plus rapide, il devient une véritable allure, exactement comme le pas en avant. Et il peut se poursuivre sur 20, 30, 50 mètres. N'oubliez pas que le reculé est l'allure la plus utile de l'équitation. Et qu'un cheval en travail doit chaque jour reculer sur un ensemble de 250 à 300 mètres. Bien entendu, les reculés sont, avec les incurvations, les bases mêmes du développement musculaire de l'arrière-main d'un cheval. Nous avons expliqué dans l'exposé théorique que la condition préalable à l'abaissement des hanches est le relèvement de la base de l'encolure. Il faut donc très vite s'efforcer de placer le cheval pour parvenir ensuite au rassemblé. Placer, c'est obtenir une encolure relevée sur un angle d'au moins 50 degrés, avec une nuque souple et un chanfrein entre 80 à 90 degrés. Il faut en général quelques semaines pour y parvenir, car il s'agit là d'une attitude anormale pour un cheval et qui engendre pour lui des efforts musculaires. Selon les sujets, il faudra donner une priorité. Parfois, il est préférable de chercher d'abord le relèvement de l'encolure et ensuite seulement demander la cession de nuque. Pour d'autres chevaux, il vaut mieux, au contraire, obtenir d'abord la cession de nuque, même sur une encolure très basse, et le relèvement s'effectuera peu à peu ultérieurement. Attention de toujours chercher à ce que la nuque soit le point le plus haut. Cette attitude permet d'agir sur la masse sans résistance possible de la part du cheval. Les premiers temps, il ne faut pas s'inquiéter si les postérieurs ne viennent pas sous la masse. L'activité de l'arrière-main et l'abaissement des hanches s'obtiendront tout naturellement plus tard. Bien entendu, le cheval doit apprendre à toujours rester derrière la main dans une totale légèreté. Et voici maintenant des sauts en compétition effectués par de grands cavaliers étrangers, mais de nationalités, donc d'écoles différentes. Précisons que cette cassette ayant été réalisée au début des années 80, nous voyons bien évidemment les cavaliers de cette époque. Mais oui, il est intéressant d'étudier les points communs de ces différentes écoles. Et justement, le relèvement de l'encolure à l'abord de l'obstacle en est un. Là, vous avez actuellement devant les yeux Will Frank, Allemagne. Ancien champion du monde, ancien champion olympique. Mais oui, il est également un autre point commun que vous pouvez constater. Le calme des chevaux, leur soumission tranquille aux ordres de leurs cavaliers. Et voici maintenant les mêmes obstacles, mais avec des arrêts images permettant de se rendre bien compte de l'importance des relèvements d'encolure. Regardez. Voyez encore. Et constatez la qualité de l'engagement par l'abaissement des hanches.
Abaissement possible grâce au relèvement préalable justement de l'encolure. Regardez comme c'est net sur cette image. Voici maintenant Malcolm Pira, Grande-Bretagne. D'une façon générale, ce sont les chevaux des cavaliers britanniques qui ont l'encolure la plus redressée. On voit fréquemment, à l'abord de l'obstacle, les chevaux britanniques dont le relèvement de l'encolure avoisine les 80, voire 85 degrés. Et alors, grâce à cet engagement, donc à cet équilibrage sur les hanches, voyez avec quelle facilité le cheval monte ses épaules. Maintenant, Moncinelli, Italie, ancien champion olympique également. Même chose, même tranquillité du cheval, même encolure relevée, et toujours variation d'équilibrage afin de parvenir à régler celui-ci avec précision en fonction de chaque battu. Le seul point différent chez Moncinelli par rapport aux autres cavaliers que nous montrons est qu'il travaille avec des mains un peu plus basses et par des actions effectuées dans un angle presque horizontal. Alors que d'une façon générale, tous les grands cavaliers travaillent avec des mains plus hautes, situées au-dessus de la bouche du cheval, et agissent dans l'axe des rênes, c'est-à-dire selon un angle de 20 à 30 degrés vers le haut. Et maintenant, Paul Schockemöhle. Vous pourrez observer chez lui les variations d'attitude entre la position assise et celle en équilibre en fonction des impératifs du moment, exactement comme nous les avons expliqués dans le début de cette cassette. Regardez bien, vous pouvez constater 1. L'importance du relèvement de l'encolure. 2. Sous quel angle de rêne le cavalier travaille. Et 3. L'abaissement des hanches. Le voilà le véritable engagement, donnant au cheval toutes ses possibilités de détente. Il ne s'agit aucunement, comme d'aucuns le croient, d'une avancée des membres postérieurs. Non, c'est toute la masse qui, grâce au relèvement préalable de l'encolure, permettant l'abaissement des hanches, toute la masse qui vient se positionner au-dessus des propulseurs. Voyez-vous, chez les grands cavaliers, l'important n'est pas tellement le réglage de la foulée. Non, c'est un problème dépassé à ce niveau. Ce qui importe essentiellement, c'est l'équilibrage du cheval qui doit correspondre avec l'emplacement de la battue. Voyez là. Voyez comme Paul Schockemöhle s'est mis en équilibre sur ses étriers pour avoir la totale fixité de la main, donc la précision de ses actions. Et maintenant, pour terminer, voici les mêmes sauts de Paul Schockemöhle, mais cette fois sans arrêt, en laissant se dérouler les images pour que vous puissiez en goûter l'harmonie, la beauté de ce travail. Calme du cheval, et regardez les rênes. Observez leur fluidité. Il n'y a rien dans les doigts. On peut dire que ce cheval saute en totale liberté musculaire. Oh, bien sûr, sous un contrôle absolu du cavalier, dans une complète soumission. Oui, mais soumission à des actions d'une infinie légèreté qui donc n'engendrent aucune contraction. Ce cheval saute avec une souplesse absolue, totale.